Bonjour et bienvenue à vos TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Nous sommes jeudi le 28 janvier. Je m'appelle Thomas Stockting et je vous amène votre mise à jour régionale. En manchette cette semaine, une mise à jour sur la COVID, investissement dans les infrastructures vertes dans Prescott et Russell, résumé de la conférence Roma, les lutins de Noël, le conseil de ville et député Drouin parlent de l'Internet. Nous commençons cette émission avec des nouvelles sur la pandémie, car le centre d'accueil Roger Seguin de Clarence Creek a eu son premier cas actif cette semaine. Le membre du personnel n'avait aucun symptôme, mais a testé positif lors du test de routine hebdomadaire. Aucun autre cas n'a encore été identifié et tout le personnel et les résidents ont été testés à nouveau cette semaine. Dans Prescott et Russell, nous avons 89 cas actifs, dont 21 sont à Clarence Rockland. La moyenne mobile hebdomadaire continue de baisser, ce qui est de bonnes nouvelles avec la fin de la deuxième période de confinement prévue pour la semaine prochaine. Avec plus de 30 000 étudiants qui retournent à l'école dans la région de l'Est de l'Ontario cette semaine, de nombreuses questions ont été posées sur les types de mesures sanitaires en place. Le lundi soir, le Dr Paul Roumeliotis du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a parlé de certaines des mesures en place pour garantir que ce retour en classe soit aussi sécuritaire que possible. Le taux dans une communauté, quand c'est haut dans une communauté, ça va rentrer dans les écoles. Donc, on a des bonnes nouvelles. On descend au niveau des montants de transmission dans notre région. Mais aussi, il faut dire aussi qu'il y a d'autres précautions au niveau des masques. Les enfants de première année et plus vont tous porter des masques dans les classes et porter les masques à l'extérieur s'il ne peut pas avoir une distance physique appropriée. Il faut aussi dire qu'il va y avoir un dépistage plus rigide, si vous voulez, tant pour les parents, tant pour les personnes qui travaillent, le personnel d'école. Et aussi, nous allons commencer avec les prélèvements rapides, les tests rapid tests qu'on appelle. On a une panoplie de façons qu'on pourrait le faire. Il y a un nouveau test qui est un test d'antigène qui s'appelle PanBio, qui va être utilisé. Là, on pourrait l'utiliser, je pense, beaucoup plus facilement parce qu'avant, c'était limité parce que ce test avait besoin d'un test nasopharyngien, autrement dit, de rentrer de rentrer dans le nez et en arrière du gorge, qui est pas confortable pour les enfants. Et en effet, parce que ce test n'est pas fiable avec un résultat négatif, il faut avoir quelques-unes un jour après l'autre. Je pense pas que c'est une chose très populaire qu'on pourrait faire aux enfants. Heureusement, on a changé maintenant. On a la permission de donner juste un échantillon nasal. Donc, c'est plus facile à le faire. Donc, on pourrait le faire. On pourrait le faire sur place. On pourrait le faire avec nos paramédics, nos équipes. Et comme ça va nous donner des réponses rapides. Si c'est positif tout de suite, on va prendre l'action appropriée. Si c'est négatif, à ce moment-là, on ferait un deuxième pour avoir les résultats au bout de 24 heures après. Et à ce moment-là, on pourrait décider qu'est-ce qu'on va faire. Donc, nos choix, nos décisions, soit de fermer une classe ou faire des autres tests, etc., vont être beaucoup plus rapides. En effet, nous avons un autre type de dépistage rapide sur place qui s'appelle ID Now, qui est le PCR. C'est comme le test en laboratoire qu'on fait. C'est presque la même sensibilité. Donc, on pourrait le faire s'il y a lieu. On a 4 qui sont portables avec nous. Et aussi, on pourrait donner priorité chez les enfants d'aller visiter, d'aller soit tester au centre de dépistage. Par contre, ça dépend le contexte, ça dépend le type d'infection, ça dépend de tout ça. Quand on parle de testing ou de dépistage ciblé, ça ne va pas dire qu'on va tester tout le monde asymptomatique tout le temps. Ce n'est pas pratique. Non, en effet, disons qu'on a quelques cas ou un cas dans une classe et on veut faire un dépistage pour les enfants qui ne sont pas de symptômes. On pourrait faire ça avec les tests rapides. Donc, c'est ça que je parle. Quand on parle des symptomatiques, c'est pour nous aider à décider de quelle façon et de quel degré on a si on a une flambée dans la classe ou dans l'école. Donc, on a
je vais juste souligner, parce que j'ai eu beaucoup de questions du média, quand est-ce que vous allez recevoir des tests? C'est pas, les tests, ça fait partie de tout le plan que nous avons. Les tests ne vont pas prévenir une infection. Les tests vont nous aider à mieux comprendre le contexte et le type d'infection et combien sont affectés, etc. Il faut toujours respecter les normes, surtout avec les variantes qu'on voit de virus qui sont beaucoup plus faciles à transmettre, mais on peut le prévenir de même façon, 6 pieds de distance, masque en tout temps. Donc, c'est très important de continuer dans ce sens-là. Alors que les efforts de vaccination dans la région accélèrent, les priorités du BSO sont obligées de changer. En raison de cela, il va y avoir des changements dans les centres de dépistage locaux, comme l'explique le Dr Roumeliotis. À cause que nous allons maintenant on va dépenser beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour des vaccins dans notre région. On est retiré de faire les tests de dépistage à Castleman et à Alexandria. Donc, la responsabilité a été transférée à l'hôpital d'Alexandria dès cette semaine. Ils vont commencer à faire les tests par rendez-vous. L'information est sur nos sites web. Et l'hôpital d'Hawkesbury va continuer les tests à Castleman. Ils vont gérer les tests à Castleman dans leur bureau. Ils ont un bureau, une location sur la rue principale à Hawkesbury, pas à Hawkesbury, à Castleman, mais c'est le personnel de l'hôpital d'Hawkesbury qui va le gérer pour nous parce qu'évidemment, nous avons besoin des locaux et les ressources humaines pour qu'on puisse continuer avec le programme de vaccination de COVID-19 dans notre région. Donc, ça serait très important pour nous de vraiment concentrer sur cette tâche très importante. L'Association des municipalités rurales de l'Ontario s'est réunie la semaine dernière et les priorités pour les comtés unis de Prescott et Russell ont été définies. Nous avons parlé au président du CUPR, Stéphane Sarrazin, pour en savoir un petit peu plus. Bien, c'est sûr que pour nous, Roma, comme deux autres conférences, qui est une conférence de l'AMO, puis de qu'est-ce qu'on appelle OGRA, Ontario Good Roads Association, c'est trois conférences annuelles où ce qu'on a la chance de faire une demande pour une délégation avec les ministres des différents ministères. Donc, pour nous, Roma, cette année, a été notre première expérience virtuelle. L'an passé, c'était une des dernières conventions qu'on a pu assister avant le début de la pandémie du COVID. Donc, cette année, c'était un format virtuel, mais je pense que c'était très intéressant quand même de pouvoir participer. C'est sûr que ça ne donne pas la même chose de se rencontrer en avant des ministres, puis se serrer la main, puis se parler, c'est différent un peu. Mais on a quand même, nous, pour notre part, à base de comtés, des comtés unis de Prescott-Russell, on a pu avoir quelques délégations avec le ministère du Transport, avec le ministre de l'Agriculture, puis aussi, en tant que président des comtés unis, je siège sur ce qu'on appelle le Eastern Ontario Warden Caucus. Puis là, on a pu avoir ce qu'on appelle un multi-minister delegation. Donc, il y avait le ministre Clark, plein de ministres qui faisaient partie, les ministres de la Santé, les ministres de l'Éducation, tout le monde était là. Puis, à base de la région de l'Est d'Ontario, avec le Eastern Ontario Warden Caucus, bien, on a présenté des projets, des beaux projets qui ont été très bien préparés par justement le Warden Caucus, qui est à base de l'Est ontarien. Puis un de ces projets-là, c'était le projet de EORN, Eastern Ontario Regional Network, qui est un projet très ambitieux. On demande au gouvernement, autant fédéral que provincial, de bien vouloir nous aider dans ce projet-là. Ça, ce projet-là ferait en sorte de livrer la connexion Internet par fibre optique à 95% des résidences dans l'Est de l'Ontario. Donc, c'est quand même un projet très ambitieux, mais en même temps, c'est fait à base de tout l'Est Ontario. Donc, il y a comme un pouvoir d'achat où si on le ferait juste à base de municipalités ou de villes, ben, les entrepreneurs diraient, ben, moi, je ne veux pas aller desservir la petite partie rurale parce que ce n'est pas payant. Mais là, en ayant un gros contrat de plusieurs centaines de millions, ça deviendrait intéressant pour les entrepreneurs de vraiment aller à base
de l'Est de l'Ontario. Fait que ça, c'était un projet. C'est sûr que aussi, il y avait une étude qui avait été présentée pour les maisons de soins de longue durée. On sait que chaque municipalité, comme les comtés-unis, puis on est 13 maires des comtés-unis qui sont assis à la table du Eastern Ontario Warden Caucus, puis pratiquement chacun d'eux ont des maisons de soins de longue durée. Donc, il y avait une belle présentation qui expliquait où est-ce qu'on en était, chaque établissement, puis qu'est-ce qu'on avait besoin. On sait que suite à la COVID, c'était quelque chose qui était très touché, là, les maisons de soins de longue durée. Puis on sait qu'il y avait un petit peu de lacune dans le sens qu'il y avait beaucoup de places que les gens n'avaient pas les soins nécessaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait aussi. On a parlé aussi des logements abordables. C'est sûr que souvent, on pense que c'est seulement dans nos municipalités qu'il manque de logements, mais je pense que dans les milieux ruraux, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on le sait qu'avec le COVID, les gens ont tenté de sortir un peu des villes, ont une autre vision. Je pense qu'ils sont plus intéressés à vivre en milieu rural. Puis si justement tous ces projets-là sont tous reliés ensemble, dans le sens que si les gens veulent plus vivre en milieu rural, bien, ils doivent avoir une meilleure Internet. Donc, tout ça ensemble, ça fait que c'est des projets très intéressants, puis c'est des projets qu'on doit pousser. Je sais que quand ça vient, tu sais, l'Internet à haute vitesse, puis l'accessibilité à l'Internet à haute vitesse, on voudrait ça dans notre milieu rural, mais pas l'année prochaine, pas l'année d'après. On voudrait ça tout de suite. Surtout l'importance que c'est devenu important à cause de l'école à la maison. Là, il y avait beaucoup de monde sur l'Internet, donc on a vu qu'on doit avoir une bonne capacité. Ça, c'était pas mal qu'est-ce qu'il y avait à base de la région de l'Est de l'Ontario. Pour ce qui est plus local pour nous, les comtés-unis Prescott-Russell, bien, on avait des discussions encore pour l'élargissement de la route 174, la route 17, là, entre Rockland et Ottawa. Donc, pour ce sujet-là, on s'est pris un peu différemment cette année parce qu'il semblait qu'à chaque année, on allait voir le ministre du Transport. Puis là, on disait, OK, est-ce que ça va se concrétiser? Mais après avoir lu les mandats de plusieurs ministères, on a réalisé que ça touche 3 gros ministères, en particulier ce projet-là. Donc, ça touche le ministre du Transport, le Minister of Transportation, parce qu'eux autres, leur mandat, c'est de transporter des personnes et des biens de façon sécuritaire, efficace et durable à travers l'Ontario pour améliorer la qualité de vie et soutenir une économie compétitive à l'échelle mondiale. Ensuite, il y avait le ministère des Affaires municipales. Eux autres aussi, leur mandat, c'est de travailler avec les gouvernements locaux, des partenaires partant en Ontario pour bâtir des collectivités urbaines et rurales. Donc, puis il y avait aussi le ministre des Infrastructures. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé à la ministre Mulroney, qui est la ministre du Transport? On a demandé d'être comment est-ce qu'on dirait ça? Le canal de communication avec elle pour pouvoir asseoir tous ces ministères-là à la même table pour qu'on puisse discuter à base de plusieurs ministères. Puis je pense que c'était bien reçu. C'est sûr que là, on parle, c'était à la fin de janvier. On n'a pas eu encore de nouvelles, mais en même temps, on s'attend à avoir des nouvelles pour justement pouvoir s'asseoir à la même table pour discuter de ce dossier-là. On le sait que c'est un dossier que, je pense, depuis 1992, que le ministère du Transport avait recommandé l'élargissement. Il y a 22 000 autos, entre 20 et 25 000 autos qui passent par jour, là. Donc, c'est important. Puis pour nous, là, puis justement, on voit avec la COVID là, que c'est encore plus important parce que les gens voyagent à Ottawa éventuellement et veulent vivre à la campagne, mais peut-être aussi que ça va changer la philosophie. Peut-être qu'il y aura moins de gens dans les édifices à Ottawa. Ça reste à déterminer. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire rien. Puis pour un des derniers sujets qu'on avait, on rencontrait le ministre de l'Agriculture. Puis ça, c'était pour présenter notre projet que vous avez sûrement entendu parler. C'est le Eastern Ontario Food Hub, qui est un projet d'abattoir que les comtés-unis aimeraient bien lancer pour justement encourager les agriculteurs locaux puis les gens à accéder à de la nourriture, qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes. Je pense qu'on en est là. Puis aussi avec le COVID,
c'était un autre facteur qu'on se dit, OK, on doit subvenir à nos besoins localement plus qu'internationalement. Puis ce projet-là, je pense, est en ligne avec ce mandat-là. Puis c'est un très beau projet. Puis on a présenté ça au ministre. Donc, c'est plus ou moins en conclusion les présentations qu'on a fait à Roma. Comme a été mentionné par le président Sarrazin, il est extrêmement important d'augmenter la capacité et la vitesse de la connectivité locale à l'Internet, en particulier dans les régions plus rurales. Il a été annoncé à la fin de 2020 que le gouvernement fédéral fournira une somme substantielle pour ce projet. Et cette semaine, j'ai parlé au député fédéral Francis Drouin pour savoir comment le projet se déroule. Oui, mais pour le moment, le projet de loi qui a passé en Chambre donne une date limite pour la subvention salariale jusqu'au mois de juin. Est-ce qu'on pourrait retourner sur notre plan et dire, bien, écoute, si les mesures de confinement sont encore en place, est-ce qu'on pourrait donner une extension sur la subvention salariale ou est-ce qu'on va nous rediriger ça pour avoir plutôt un focus sur les entreprises qui ont encore beaucoup de misère? Et je peux penser, par exemple, aux entreprises du tourisme avec lesquelles, et leurs fournisseurs aussi, avec lesquels je veux avoir une conversation, savoir comment est-ce qu'on peut les aider cet été, par exemple. Et en parlant des autres projets en ce moment, bien entendu, comme vous venez de dire, c'est une très bonne chose que vous allez contacter les entreprises touristiques. Et évidemment, s'il y a quelqu'un qui regarde, il faut qu'il contacte votre bureau. Mais en regardant les projets qu'on avait parlé vite fait à la fin de l'année dernière, la connectivité d'Internet, c'est l'un des premiers projets qu'on a parlé. Il y a eu un grand nombre d'argent alloué par le gouvernement. Donc, quelles sont les étapes qui se sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Oui, ben depuis qu'on s'est parlé, le programme a été officiellement lancé. Je me souviens, je pense qu'on s'est parlé juste avant les fêtes. Et la date pour le fonds rapide, par exemple, qui demande aux entreprises qui ont fait application de bâtir leur infrastructure de connectivité avant le mois de novembre 2021. Donc, je peux confirmer qu'il y a eu certaines entreprises qui ont eu du succès dans notre région. Je ne suis pas en liberté de dire lesquelles, par exemple, mais je peux dire que le fonds rapide, la date limite était le 15 janvier 2021. Ils ont fait l'application. Maintenant, le gouvernement s'attend qu'ils bâtissent cette infrastructure-là avant le mois de novembre 2021. C'est certain qu'on ne pourra pas connecter tout le monde avant 2021. C'est impossible. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a d'autres entreprises en ce moment qui travaillent sur des plus grands projets de connectivité et en espérant qu'eux aussi vont connaître un succès dans les mois à suivre. Donc, est-ce qu'il y a quelques résidents qui vont voir des différences dans leur connectivité sur l'Internet avant la fin de l'année, pensez-vous? Absolument, parce que le programme vise à donner une connexion de 50 Mbps seconde et d'au moins 10 uploads. Je ne me souviens plus le terme francophone, mais c'est 50-10. Donc, en ce moment, je connais des gens qui ont une connexion avec 5 Mbps, à peine 5 Mbps. Donc, évidemment, pour ces gens-là qui se retrouvent dans les régions qui n'ont pas de connexion, et encore là, le gouvernement fédéral a identifié ces régions-là. Donc, c'est pas, je peux pas, comme moi, je demeure à Russell, par exemple, il n'y a pas une entreprise qui peut qualifier pour du financement dans le village de Russell parce qu'on a toute une connexion en haut de 50 Mbps. 1 kilomètre d'égout pluvial sera remplacé à Saint-Eugène grâce à un projet visant à améliorer l'état de la performance du système d'évacuation des eaux pluviales. Cela permettra d'éviter les refoulements dans les sous-sols et les inondations des systèmes septiques privés. Ce projet est déployé par le gouvernement provincial et fédéral alors qu'il continue d'investir dans les infrastructures vertes dans la région. Plus d'$1 million seront investis dans ce projet, dont près de la moitié sera fournie par le gouvernement fédéral. Le projet devrait démarrer cet été. Au niveau local, les égouts résidentiels ont suscité un débat animé lors de la réunion du conseil municipal cette semaine. La question qui a été présentée par le conseiller Don Bouchard du quartier numéro 4 porte sur la façon dont les résidents sont facturés pour leur utilisation d'eau et des égouts. Dans le système actuel, les ménages sont facturés à un taux variable pour l'eau en fonction de leur consommation, mais pour les eaux usées, vous payez un tarif fixe ainsi qu'un tarif variable qui est déterminé par votre consommation d'eau. Le problème, dit-il,
et que les résidents qui ont une piscine et un jardin à arroser pendant l'été sont confrontés à une double facture car ils doivent payer des factures d'eau et d'égouts plus élevées, bien qu'ils n'utilisent pas plus les égouts. Pour régler ce problème, le conseiller a proposé que les taux variables facturés au foyer pendant l'été soient une moyenne de ce qu'ils ont accumulé pendant le reste de l'année. Pour compenser des éventuelles disparités financières, M. Bouchard a proposé d'augmenter le taux fixe d'un petit montant pour tous les foyers dans la municipalité. Toutefois, ses collègues n'étaient pas tous d'accord. La problématique avec ce que propose M. Bouchard, c'est que là, on a parlé seulement des piscines, puis on a parlé de l'arrosage de pelouse. Dans bien des cas, ça, c'est ce que la majorité des gens vont appeler pas du bonus, mais c'est du surplus qui n'est pas nécessaire vraiment aux opérations d'une maison. À part une piscine, tu mets de l'eau, mais arroser un parterre, c'est une question de choix. La problématique avec ce que propose M. Bouchard, c'est que si on monte les prix, le coût fixe à chacun des utilisateurs, l'argument de M. Bouchard dit je vais avoir une meilleure, je vais être chargé mieux pour ce que je consomme dans mes égouts. Bien, peut-être, mais vous allez charger plus à tous les autres utilisateurs pour compenser parce qu'il faut avoir le même montant. Oui. Fait que là, on ne parle même pas de la grandeur des résidences avec le montant de personnes qui est à l'intérieur. Une famille qui a 3-4 enfants, comme exemple, M. Bouchard, bien, les petits avec les bains, les douches, ces choses-là, vont prendre une bien plus grande consommation d'eau puis d'égouts qu'un couple à la retraite. Donc, je pense c'est pas un modèle parfait. Il n'y a personne qui va dire que c'est un modèle parfait, mais c'est quand même le plus près de la réalité de plus que tu consommes, bien, plus que tu prends les ressources de la ville, autant eau et égout. Fait que, comme je dis, il n'y a pas rien de parfait, mais on ne peut pas demander à un couple de retraités qui est dans une petite maison dans Rockland de payer plus cher pour que le couple à côté de chez eux ait une piscine et qu'ils soient capables d'arroser leur parterre plus souvent. So, je pense, moi, en tout cas, il faudrait que j'ai encore à être convaincu que le modèle qu'on a là, comme c'est là, n'est pas le meilleur pour notre situation. Merci. Madame Choignard. Monsieur Lalonde a enlevé les mots de ma bouche, c'est exactement ce que j'allais dire. Puis, moi, je proposerais qu'on aille d'avant avec la résolution. Si ça ne passe pas, mais à ce moment-là, ça donnera plus de temps pour amener une nouvelle résolution à la prochaine rencontre. Mais je pense qu'on devrait aller de l'avant pour voter ce soir. Il faudrait que ça soit amené à la prochaine régulière, Mme Choignard. Oui, mais il faut voter quand même ce soir. Oui. Pour que ça soit amené à la régulière. Bien, je ne suis pas d'accord avec l'argument de M. Lalonde parce que mes enfants, ce qui se passe avec eux, c'est qu'ils font caca autant l'hiver que l'été. Ils prennent le même montant de bain l'été que l'hiver. Ma consommation de bain, puis de toilette, puis de flushage, elle est la même l'hiver que l'été. Fait que ça ne change pas. Ils font pas plus pipi ou plus caca l'hiver ou l'été. C'est un peu ça le contexte, là. Fait que dans le contexte de comment d'égout est-ce que ma famille utilise de façon régulière, bien, la moyenne entre septembre et avril, elle va être pas mal pareille que le reste de l'année parce que ces besoins fondamentaux-là, bien, ils ne changent pas. Donc, en d'autres mots, ce qu'on calcule pendant, disons, 8 mois de l'année en termes d'utilisation d'une famille normale, bien, on le calcule sur ce taux-là. N'oubliez pas, il y a un taux fixe, il y a quand même un taux variable. Le taux variable il est basé sur ton utilisation, donc l'utilisation de la famille moyenne que tu utilises pendant 8 mois. C'est réaliste de qu'est-ce que tu utilises durant le reste de l'année versus l'augmentation de 25 %. C'est 25 % de plus d'eau qui est utilisée durant l'été, mais ce n'est pas 25 % de plus d'eau qui va directement dans les égouts. C'est ça qui est la différence. On lave notre voiture, on arrose les fleurs dehors, on fait un paquet de choses comme ça. C'est là qu'elle est un peu mon système comme ça pour dire que la différence, c'est on ramène tout à niveau pour 15 $ de plus pour tout le monde. Là, on est à niveau. Le reste devient à l'utilisation. Fait que je ne suis pas du tout d'accord avec l'argument de M. Lalonde et Mme Choignard. Moi, je propose honnêtement de différer l'item puis d'attendre, de demander l'opinion un peu d'un consultant, d'avoir plus d'informations de base sur pourquoi il n'y a pas plus de gens qui vont avec un système comme ça si je
si le système, honnêtement, je pense que c'est celui qui est le plus équitable. Le Conseil a finalement voté en faveur de demander à l'administration de la Cité de faire un peu plus de recherche sur les changements potentiels qui pourraient être apportés et présentés au Conseil lors de la prochaine réunion. Et finalement, nous terminons l'émission avec une belle nouvelle locale. Pour la 29e année consécutive, le programme des lutins de Noël de Valoris ont pu offrir des cadeaux de Noël à des centaines d'enfants dans la région. 480 enfants et adolescents ont reçu un cadeau de Noël grâce à vous, notre généreuse communauté. Aussi, plus de 150 personnes ont participé au nouveau défi des lutins de Noël, ce qui a permis de récolter plus de 27 000 $. Donc, même si nous sommes en février, il n'est jamais trop tard ni trop tôt d'avoir des nouvelles de Noël. J'ai adoré ça. Donc, c'est tout pour cette édition des TVC Noël. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les entrevues de ce programme, vous pouvez en regarder la plupart dans un format un peu plus long sur notre chaîne YouTube. Nous sommes également constamment à la recherche de volontaires et de journalistes civils. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. Si vous pensez qu'une histoire locale nécessite plus d'attention, faites-moi savoir. Vous pouvez me joindre par courriel à nouvelles avec un S à la fin, @tvc22.ca ou par téléphone au 603 446 6037, poste numéro 4. Ou bien sûr, vous pouvez nous trouver sur un de nos médias sociaux. Passez un très bon week-end, Clarence Auckland. Restez toujours chez vous, c'est la dernière semaine et je vous rejoindrai la semaine prochaine. Au revoir.